Bienvenue sur Instant Santé. Aujourd'hui, nous parlons d'une affection qui tue chaque année plus de 3 millions de personnes, selon un rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé en 2016. Cette affection, c'est l'alcoolodépendance ou l'alcoolisme. Quels sont les symptômes et est-ce possible d'en guérir? Pour répondre à ces questions, nous avons avec nous le docteur Maxime Moulomba, qui est psychiatre et médecin-chef du centre de santé mentale de Mélène à Libreville. Bienvenue, docteur, et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de nous permettre à nouveau, de nous donner cette opportunité de pouvoir nous exprimer sur un sujet aussi intéressant, un sujet aussi passionnant, un sujet vraiment très sensible, n'est-ce pas, qu'est l'alcoolisme, pour essayer, n'est-ce pas, d'apporter notre modeste contribution afin que les gens soient suffisamment éclairés sur les réels dangers de l'alcoolisme. D'accord, docteur. Alors peut-être revenir sur la définition même de l'alcoolisme. L'OMS définit deux types d'alcoolisme. Il y a ce qu'on appelle l'alcoolisme aigu, qui correspond aux besoins irrépressibles de boire de façon périodique des quantités importantes d'alcool jusqu'à l'ivresse. Là, ce sera l'alcoolisme aigu. Et nous avons, n'est-ce pas, l'alcoolisme chronique, n'est-ce pas, c'est l'incapacité de la personne de pouvoir se passer chaque jour de la consommation d'alcool. Je vous dis sincèrement que l'alcoolique, c'est quelqu'un qui est privé de sa liberté par rapport à l'alcool. Il n'est plus libre par rapport à l'alcool. Il est comme obligé d'en consommer. Et voilà pourquoi l'OMS définit justement la maladie alcoolique comme étant l'alcoolodépendance. Mais pourtant, l'alcool est présent, omniprésent dans notre société, dans nos différents événements festifs et même à chaque repas familial. Il y a des personnes qui consomment un verre à chaque repas. Mais pourtant, les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme et disent que c'est dangereux. Pourquoi est-ce que c'est dangereux? C'est vraiment dangereux. Il revient à chaque être humain, n'est-ce pas, de faire un effort, n'est-ce pas, de respecter, n'est-ce pas, les doses seuil. Tant que nous resterons, n'est-ce pas, en dessous des doses seuil, le risque de basculer dans la maladie alcoolique, n'est-ce pas, est faible. Mais dès que nous prenons plaisir à boire régulièrement de l'alcool, plus nous buvons régulièrement, plus le risque de basculer dans la maladie alcoolique, n'est-ce pas, est réellement grave. Alors, qu'est-ce qui fait la gravité, justement, de l'alcoolisme? Alors, la gravité, nous allons, n'est-ce pas, l'aborder par rapport même à l'intérêt de la question. L'intérêt se situe à plusieurs niveaux. Premièrement, je voulais situer l'intérêt sociétal. L'intérêt sociétal, n'est-ce pas, c'est l'intérêt, n'est-ce pas, qui est lié, n'est-ce pas, aux différents aspects de la vie sociale de l'individu. Oui, l'alcoolisme va altérer les rapports de l'être humain avec son entourage, l'être humain avec son prochain, de l'être humain avec ses voisins. C'est un aspect premier. L'aspect numéro 2, l'alcool va altérer les responsabilités, n'est-ce pas, de l'être humain au plan professionnel. Nous voyons des alcooliques qui sont plus capables de prendre en charge leur famille. Ils sont plus capables, n'est-ce pas, de pouvoir vaquer régulièrement à leurs responsabilités professionnelles. Non, l'alcoolisme tue l'être humain. Il tue l'être humain au plan psychologique d'abord. Il tue l'être humain au plan spirituel. Et il est vraiment important que nous puissions comprendre que c'est dangereux et voir comment nous pouvons, n'est-ce pas, faire un effort de nous limiter, n'est-ce pas, aux doses recommandées en dessous du seuil. Peut-on alors dire que l'alcool est une drogue vu qu'elle altère à ce niveau-là la vie des personnes? Mais l'alcool appartient bel et bien à la classification des drogues. Les drogues, n'est-ce pas, ont plusieurs classifications, n'est-ce pas? Nous avons les psycholeptiques, les psychoanaleptiques, les psychodyspleptiques, n'est-ce pas? Et surtout les psychodyspleptiques, c'est-à-dire que les substances qui vont altérer, n'est-ce pas, le fonctionnement de l'activité mentale. Et l'alcool fait bel et bien, je vous dis bien, partie intégrante, n'est-ce pas, des psychodyspleptiques, n'est-ce pas? Mais c'est parce que justement les drogues, de façon générale, ont des propriétés. La drogue est une substance qui va entraîner des troubles psychologiques. Et ces troubles psychologiques vont altérer ce qu'on appelle le circuit des récompenses. Et c'est lorsque le circuit des récompenses est altéré que nous aurons des effets comme l'accoutumance, la tolérance
où la personne, n'est-ce pas, prend plaisir à des drogues de plus en plus, à des quantités d'alcool de plus en plus importantes pour atteindre le même effet. Et puis finalement, jusqu'à la dépendance. Qui parle de drogue parle de dépendance. Et à quel moment peut-on dire qu'on est devenu alcoolodépendant et quels sont les différents symptômes de l'alcoolodépendance? L'alcoolodépendance, comme le dit l'OMS, n'est-ce pas, la maladie alcoolique ou l'alcoolodépendance, c'est cet alcoolique, n'est-ce pas, qui n'arrive plus, qui se sent comme obligé de consommer de l'alcool en permanence. Pourquoi il se sent en permanence obligé d'aller en consommer? Mais c'est parce que lorsqu'il tente d'arrêter ou lorsqu'il tente de réduire sa consommation, il va être confronté à ce qu'on appelle le syndrome de manque. Et c'est là où se situe tout le problème. Le syndrome de manque, c'est un syndrome, c'est un malaise psychologique. Il se sent mal et il éprouve le besoin, n'est-ce pas, de courir pour à nouveau en consommer. Donc quelqu'un qui est dépendant, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il tente d'arrêter la consommation, il ressent en lui le syndrome de manque qui le pousse, n'est-ce pas, à nouveau à en consommer. Et au finish, n'est-ce pas, il se sent comme esclave de l'alcool. Il se sent comme obligé de continuer, n'est-ce pas, d'en consommer. En réalité, il est dans un cercle vicieux, n'est-ce pas, que lui-même a créé en tentant de dépasser la dose seuil recommandée de manière officielle. Est-ce qu'il y a des signes physiques qu'on peut reconnaître? Les signes physiques, n'est-ce pas, du syndrome de sévrage, ah oui, ils sont présents. Il se sent mal, il transpire. Si rien n'est fait, il finit par se déshydrater avec des troubles au plan électrolytique, n'est-ce pas? Et si rien n'est fait, il peut basculer dans plusieurs tableaux. Soit dans un tableau, n'est-ce pas, de coma lié à des troubles hydroélectrolytiques, n'est-ce pas? Ou alors basculer dans un tableau psychiatrique aigu, n'est-ce pas? Et qui peut rapidement l'amener, n'est-ce pas, vers une tentative de suicide à terme d'auto-agressivité ou d'hétéro-agressivité. Donc le risque médico-légal est là. Et c'est là un autre intérêt, n'est-ce pas, de l'alcoolisme, c'est le risque médico-légal. Ça veut dire, n'est-ce pas, qu'à tout moment, l'alcoolique, n'est-ce pas, peut passer à l'acte, peut agresser quelqu'un, peut s'auto-agresser, n'est-ce pas, si rien n'est fait. D'où l'importance de se diriger vers un professionnel de santé lorsqu'on commence à ressentir ces signes. Oui, et la plupart des patients que nous recevons, nous les recevons, n'est-ce pas, pour plusieurs raisons. Soit nous les recevons, n'est-ce pas, parce qu'ils présentent un tableau d'intoxication alcoolique. Soit ils ont pris conscience, n'est-ce pas, qu'ils sont dans l'incapacité de s'abstenir de l'alcool, n'est-ce pas. Lorsqu'ils tentent d'arrêter, ils ont constaté que le temps d'arrêter, n'est-ce pas, ils se sentent mal, ils sont comme poussés au bout de 2 à 3 jours, n'est-ce pas, à consommer. Et ils viennent, docteur, aidez-moi, je n'en peux plus, je me sens comme esclave, comme prisonnier, j'ai perdu ma liberté, il m'est, docteur, quasiment impossible, n'est-ce pas, de pouvoir m'abstenir, n'est-ce pas, la consommation d'alcool. Aidez-moi. Et ce sont ces personnes, n'est-ce pas, que nous devons absolument hospitaliser. La maladie alcoolique est une indication de l'hospitalisation. Pour les prendre en charge, il faut absolument les hospitaliser. On ne traite pas, on ne prend pas en charge, n'est-ce pas, quelqu'un qui présente, n'est-ce pas, une maladie alcoolique, n'est-ce pas, à la maison. Ça ne marchera pas. Il est possible de guérir de l'alcoolisme. On guérit, évidemment, mais il faut du temps et il faut vraiment, n'est-ce pas, que l'alcoolique comprenne que le besoin qu'il ressent est plus fort que lui et que cet homme a besoin, n'est-ce pas, d'être assisté. Il faut aller vers lui, il faut l'aider, il faut le soutenir, il faut le surveiller. Si vous le laissez seul, il ne pourra jamais s'en sortir. Mais s'il a autour de lui, n'est-ce pas, des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui s'unissent pour l'aider à sortir, ben, il finira par sortir avec le temps, oui. Il est possible de guérir, il suffit de s'entourer des professionnels. Alors le Gabon, à l'instar d'autres pays, prend en charge les personnes ayant touché le fond en matière d'alcoolodépendance. Pour en savoir plus, nous retrouvons Sabrina Koundi Penda de la rédaction de Gabon 24 qui se trouve à l'instant à la clinique de prévention et traitement des addictions de Libreville. Oui,
Vanessa, c'est exact. Le Gabon, à l'instar de plusieurs pays, a la possibilité de prendre en charge les personnes alcoolodépendantes. Aujourd'hui, l'immersion d'Instant Santé nous conduit à la clinique Alia et Zeida, un centre de réhabilitation et de traitement des addictions. L'objectif aujourd'hui est de voir ce qui se fait pour assurer la prise en charge des alcooliques. Sans plus tarder, allons à la rencontre de quelques spécialistes qui interviennent dans le circuit de prise en charge. Bonjour Docteur Louma, merci de nous recevoir au sein de votre structure. Bonjour madame, c'est un plaisir de partager. Je m'en suis. Docteur Alphonse Louma Eyuga, vous êtes le fondateur de cette clinique, ce centre de réhabilitation et de traitement des addictions. Succinctement, à quoi fait-on allusion lorsqu'on parle d'addiction? Addiction est un anglicisme qu'on peut se désigner par dépendance ou assuétude. C'est la perte de la liberté de s'abstenir de consommer un produit ou de faire quelque chose, en dépit des efforts qu'on peut mener pour s'empêcher de consommer ce produit ou de faire cette activité-là. Et ici, au sein de cette structure, il y a bien des cas. Quelles sont les addictions les plus fréquentes même? Alors ici, nous sommes en principe appelés à recevoir toute forme d'addiction. Mais les plus fréquents, c'est l'alcool, c'est le cannabis, et il y a aussi, on a eu des cas de cocaïne, d'héroïne et du tramadol, etc. Prenons le cas de l'alcoolodépendance. Une fois le patient présent sur les lieux, qu'est-ce qui se passe? Mais quand il arrive, il est reçu par les IDE, les infirmiers d'État, qui le reçoivent, qui posent des questions par rapport à sa pathologie, sa souffrance, et qui donc prennent des paramètres, le poids, l'âge, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, et lui font remplir une fiche, et ensuite on le dirige vers le médecin, qui va donc faire la première, c'est le médecin généraliste, qui va faire la première consultation pour voir un peu si ce patient ne souffre pas déjà de comorbidité. À partir de là, le médecin va le diriger vers l'addictologue. Et l'addictologue prend le relais pour essayer donc pour évaluer l'addiction. Ça tombe bien, vous êtes addictologue. Quel est l'apport de l'addictologue dans la prise en charge de ces patients alcoolodépendants? Approfondir l'addiction, la souffrance du patient addict, pour voir à quel niveau d'addiction on se situe. Est-ce que c'est déjà une dépendance avec des comorbidités, et quels sont les contours de cette souffrance-là? Donc ça, c'est le rôle de l'addictologue ici. Dans le cas de Alia et de la clinique, il coordonne, il regarde, il essaie d'améliorer la prise en charge, parce que c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Où allons-nous présentement, après vous? Peut-être commencer par la salle de yoga. Vous allez voir comment le maître de yoga travaille avec ses patients. C'est très bien, on vous suit, docteur. Donc, vous allez vous allonger. Allongez-vous. Voilà. Ça monte, les bras le long du corps. Les paumes vers le ciel. Les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. Ok, jambes tendues. Essayez d'observer un instant, s'il vous plaît. Ok. Allez, encore une fois. On tire. Tirez, 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 tirez. On relâche. Allez, une dernière fois encore. On tire. Et on relâche. Alors, madame, ici, nous sommes dans la salle où nos patients
pratique le Kundalini Yoga. Et vous avez Maître Clark Lumé Yoga, qui est le responsable de la salle. C'est très bien, merci. Bonjour Maître Clark, merci de nous accueillir dans votre univers. En quoi la pratique du yoga peut bénéficier les patients? La pratique du Kundalini Yoga aide à améliorer le pouvoir de concentration, ça aide à améliorer la mémoire et ça aide particulièrement à déstresser parce que la plupart des patients, la plupart des gens en général sont sous stress. Et la pratique du Kundalini Yoga aide à relaxer, à déstresser, à se remettre dans les bonnes conditions de vie pour pouvoir effectuer sa journée tranquille. Et ici, il y a cette douce musique Oui. qui n'a peut-être pas été choisie au hasard. Oui, Quelle est bien la sûr. forme de cette musique? Alors, cette musique, comme vous le mentionnez, s'appelle un mantra. Les mantras ne sont pas sélectionnés au hasard. Il y a des mantras bien spécifiques, bien particuliers pour travailler sur une chose bien donnée. Alors, donc, par exemple, quand nous faisons des étirements, il y a des mantras, c'est-à-dire c'est assez doux, c'est pour aider à la relaxation, à la détente du corps. Et ensuite, lorsque nous faisons des exercices, alors plus dynamiques, il y a aussi des mantras, plus dynamiques également, qui sont là pour aider les patients à soutenir le rythme de l'exercice sur le temps délimité. Et ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va faire un exercice qui s'appelle l'exercice de la grenouille. Alors, cet exercice consiste, je vais faire une démonstration. Donc les gars, vous voyez ce que je fais. Je suis là debout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans cette position, d'accord, je pose les mains au sol et je tends les jambes, d'accord. Ensuite, je reviens. Et il y a aussi la respiration qui va avec. C'est-à-dire que lorsque je descends, j'expire. Et quand je me relève, je vais expirer. Je vais faire la démonstration, vous allez voir. Donc quand je descends, j'expire puissamment. Et quand je remonte, d'accord. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est ça. Donc vous allez faire ça 25 fois. D'accord? Monter, descendre, 25 fois. Alors, cet exercice, comme la majorité des exercices du Kundalini Yoga, sont très bons pour forger le mental. Merci, Maître Clark de Lumé Yoga, de nous avoir accueillis dans votre univers. Avec vous, nous comprenons simplement que le yoga joue un rôle très important dans le traitement des addictions. Docteur, vous êtes toujours à mes côtés. Oui, c'est là. On va se rendre au cabinet du psychologue clinicien. Et si vous voulez me s'il vous plaît. Nous sommes ici dans le bureau du psychologue clinicien. M. Cole, Mme Sabrina. Bonjour, monsieur. Bonjour. Là, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Patrick Coy, vous êtes le psychologue clinicien de cette clinique. Quelle est votre mission dans la prise en charge d'un patient alcoolique? En tant que psychologue clinicien, j'étudie, j'évalue et je prends en charge les différentes souffrances et troubles psychiques. Et ici, à la clinique Alia et Zeida, mon rôle spécifique est de prendre en charge des patients qui sont en situation de dépendance aux substances psychoactives. Partant du principe selon lequel toute personne en situation de dépendance, c'est une personne qui masque un trauma, qui masque une souffrance. Donc, travailler avec cette souffrance permet de faciliter la sortie à la dépendance. Avec vous, il y a donc des échanges qui ont lieu avec les patients
Nous avons des séances de psychothérapie, des entretiens, des séances de psychothérapie. On travaille d'abord avec les patients, ce qu'on appelle la réparation psychologique. Mais à part ça, il y a ce qu'on appelle la réparation sociale, parce que les patients qui viennent ici appartiennent à un système, le système familial. Donc s'occuper de ces patients-là en situation de dépendance revient également à s'occuper du système qui les entoure. Donc ici, vous allez avoir des thérapies familiales, il y a même des thérapies de couple, tout ça pour l'avantage de l'enfant qui a développé, qui s'est inscrit dans la situation de la dépendance. Comme je disais au départ, ils masquent une souffrance et ils utilisent la drogue comme un phénomène d'automédication. C'est-à-dire, je consomme pour soigner mon mal-être. Donc, arriver à déceler cette souffrance nous permet de faciliter le processus de la sortie de la dépendance en comptant bien sûr avec notre équipe pluridisciplinaire qui constitue la clinique Alia Zeida. Monsieur Patrick Koy, il se dit que ce ne sont pas toutes ces personnes-là qui consomment de l'alcool qui deviennent alcoolodépendantes, mais seuls 10%. Selon vous, qu'est-ce qui peut bien maintenir ces 10% sous l'emprise de l'alcool? Quand on parle de phénomène de la dépendance, un élément qui rentre en jeu, c'est ce qu'on appelle l'envie irrésistible de toujours vouloir consommer. Pourquoi cette envie irrésistible? Parce qu'au départ, j'ai des fragilités. Donc il y a des fragilités que je dois chercher à colmater en consommant de l'alcool. L'alcool ici est utilisé comme un médicament. Voilà, je suis en souffrance, je vais fuir une réalité, alors je m'en vais me réfugier dans l'alcool. Quoi qu'il en soit, même ceux qui croient consommer de manière naturelle, sans problème, doivent savoir qu'on peut facilement partir d'un terrain à un autre. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Koy, pour toutes ces explications avec vous. Nous comprenons très bien que le psychologue clinicien se distingue lui aussi dans la prise en charge des patients alcooliques. Très bien. Docteur Louma. Oui. Ben après la psychologie clinique, nous allons vous inviter à nous suivre pour nous puissions nous rendre en salle de sport. Merci. Madame, nous sommes ici dans la salle de musculation et de remise en forme. Et c'est important, vous voyez, c'est important parce que après avoir vu le yoga, après avoir expliqué toutes les étapes de la prise en charge, il y a le sport. Et tout le monde sait que le sport, c'est la santé. Et si on veut avoir une bonne santé physique et psychique, il faut faire le sport. Et dans les addictions en général et dans la prise en charge de l'alcoolisme, le sport est un facteur important dans la santé mentale. Docteur, on le sait, vous faites donc la prise en charge des addictions en général et de l'alcoolodépendance en particulier. Combien ça peut coûter en France, n'est-ce pas? Ah, oui, la prise en charge des addictions, ici comme ailleurs, coûte généralement cher. C'est pourquoi on explique aux populations que la prévention reste la thérapie la moins onéreuse.
Il est certes difficile pour les victimes de sortir de l'emprise de l'alcool, mais pas impossible. Il suffit pour la victime de prendre conscience de sa situation, de faire le premier pas et surtout de respecter scrupuleusement les recommandations des différents spécialistes qui interviennent dans le circuit de prise en charge. Vanessa, c'est ici que qu'on fait cette immersion d'Instant Santé. À très vite pour une nouvelle aventure. Merci beaucoup Sabrina pour toutes ces précisions. Alors docteur, nous venons de regarder cette immersion qui nous montre la difficulté. Comment est-ce que c'est difficile de sortir de cette dépendance? Que pouvez-vous dire aux Gabonais qui nous regardent, qui passent par cette situation? Je voulais dire aux Gabonais qui traversent cette situation que l'alcoolisme est une maladie. Et comme toute maladie, n'est-ce pas, la guérison est possible. La guérison est possible, n'est-ce pas? Il suffit, n'est-ce pas, qu'il s'approche, n'est-ce pas, des services spécialisés. Et la prise en charge de l'alcoolisme, n'est-ce pas, relève des services d'addictologie, des services de psychiatrie, n'est-ce pas, qui sont effectivement ceux qui ont les techniques, n'est-ce pas, qui sont appropriées dans la prise en charge de ce genre de malades. Il y a beaucoup de malades que nous avions gérés et qui jusque-là, n'est-ce pas, ont été guéris. Et alors, est-ce que la prise en charge, elle est gratuite? Est-ce qu'il faut juste venir au centre de santé mentale de Mélène pour être pris en charge? Comment ça se passe? Mais avec la CNAM-GS aujourd'hui, la CNAM-GS, n'est-ce pas, je crois qu'elle nous vient beaucoup en aide. Et la CNAM-LG, n'est-ce pas, les coûts sont nettement réduits. Et je crois qu'avec la CNAM-GS, n'est-ce pas, nous arrivons, n'est-ce pas, à nous en sortir. Parce que, n'est-ce pas, même les sujets, n'est-ce pas, qui au départ avaient des difficultés financières, n'est-ce pas, mais nous arrivons, n'est-ce pas, à les aider. N'oublions pas, il y a toujours le côté social. Dans n'importe quelle structure de prise en charge, n'est-ce pas, des maladies, il y a toujours le côté social. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Et il faut tenir compte, n'est-ce pas, du niveau, n'est-ce pas, des uns et des autres dans la prise en charge. D'accord. Alors vous exercez au centre de santé de Mélène, ici à Libreville, en tant que psychiatre. Quel rôle jouez-vous dans l'accompagnement de ces personnes au quotidien? La prise en charge d'un sujet alcoolique est multidisciplinaire. Il y a la prise en charge du médecin psychiatre que je suis. Il y a la prise en charge du psychologue. N'oublions jamais, n'est-ce pas, qu'il y a une comorbidité avec la dépression. Avez-vous des chiffres concernant le Gabon en ce qui concerne cette affection? La pathologie alcoolique représente 25% de l'ensemble des maladies. C'est le chiffre officiel qui est retenu. En moyenne, 25% de l'ensemble des maladies, mais ils sont disséminés à travers tous les services, n'est-ce pas, de prise en charge médicale. D'accord, docteur, peut-être pour terminer, comment prévenir l'alcoolodépendance? Est-ce qu'on peut continuer de boire mais ne pas tomber dans l'alcoolodépendance? Devant le risque que représente la consommation d'alcool, devant la maladie alcoolique, avec ses conséquences, la consommation d'alcool, je parle bien de l'alcool que nous apportons de l'extérieur, ne sert absolument à rien. Puisque le corps humain fabrique les quantités d'alcool dont l'être humain a besoin. Oui, à partir de ce que nous consommons, n'est-ce pas, l'eau et autres, n'est-ce pas, le corps humain fabrique, n'est-ce pas, les quantités qui lui sont adaptées. Donc l'alcool exogène, n'est-ce pas, en réalité ne sert absolument à rien. Ce qui veut dire que le meilleur traitement, c'est la prévention. Et la meilleure prévention, en réalité, c'est s'abstenir. Oui, nous vivons heureux en nous abstenant, n'est-ce pas, de certains usages. Merci beaucoup, docteur Maxime Moulomba, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Alors, je rappelle que vous êtes médecin psychiatre et chef de service au centre de santé mentale de Mélène, ici à Libreville. Alors, nous retenons que l'alcoolisme est très dangereux pour la santé. Cette affection augmente le risque de survenue de nombreuses maladies, notamment le cancer. Il est donc important d'aller vers un professionnel de santé afin de se faire aider. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro sur Gabon 24. Et d'ici là, portez-vous bien.